Isabelle Baldi, qui est professeure des universités, praticienne hospitalière en santé au travail et directrice d'une équipe de recherche en épidémiologie. Isabelle Baldi donc, est par ailleurs co-auteure du rapport de l'INSERM qui s'intéresse aux effets sanitaires des pesticides. Et donc c'est de cela dont elle va nous parler. Quels sont les effets sanitaires des pesticides? De quelles connaissances disposons-nous en termes d'épidémiologie notamment? Merci pour me donner la parole et pour m'avoir invité ici. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur les pesticides, ce n'est pas du tout l'objet. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit dans la précédente session, notamment sur ces notions de certitude, d'incertitude qui sont évidemment très importantes, je voulais justement positionner la démarche quand même d'expertise collective comme un élément, comme une pierre sur laquelle on peut un peu s'appuyer face à la très grande diversité de données scientifiques qui existent. C'est quelque chose qui est plus complètement mis en cause, quoique. On a par exemple dans cette expertise collective pris en compte à peu près 5000 publications scientifiques, donc on ne peut pas dire qu'on est dans un désert vis-à-vis de ces études scientifiques, même si elles ne disent pas toutes les mêmes choses et même si elles touchent à des domaines un peu différents. C'est très important de prendre en compte que les effets sont très anciens, ça a été souligné par Nathalie Jass tout à l'heure, et les études sur la santé sont aussi très anciennes. Elles datent du début des années 80, même fin des années 70, où on a eu des études épidémiologiques de bonne qualité qui se sont mises en place. Donc on n'est pas dans un domaine qui est juste nouveau et sur lequel on est bourré d'incertitudes. Il y a des incertitudes et on ne les cache pas, mais il y a aussi des certitudes et c'est ce que cette expertise collective essayait en fait de mettre en avant. Une expertise collective, ce n'est pas une étude de plus, c'est une synthèse de l'existant. Alors, c'est évidemment pas moi toute seule qui l'ai fait, hein. On est un groupe, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais au moins une douzaine d'experts. Et on s'est dit, enfin, on nous a demandé plus exactement de prendre en compte l'ensemble des études scientifiques publiées sur le sujet de pesticides et santé, avec un focus particulier sur les maladies chroniques et aussi sur les maladies de l'enfant. Et au vu de ces études, nombreuses et toutes différentes, de regarder ce qui était plus solidement établi et qui permettait de dire qu'il y a un niveau de présomption fort. Ça avait déjà été mené en 2013. Et en 2021, ça n'annule pas ce qui a été fait en 2013, ça le complète. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles pathologies qui ont été regardées et des études nouvelles, bien sûr, qui sont publiées. Mais c'est l'ensemble de ces deux expertises collectives qui constituent un peu la somme de ce qu'on sait aujourd'hui sur les effets des pesticides sur la santé en prenant l'ensemble de la littérature. Alors, ce qui a été fait dans cette expertise collective, que vous pouvez consulter gratuitement sur Internet, il y a plusieurs formats. Il y a le format que vous n'allez pas lire, qui est de 1000 pages, mais vous pouvez y aller sur des chapitres spécifiques quand vous êtes intéressé par un effet de santé bien précis. Il y a un format de synthèse d'une centaine de pages, et il y a ensuite même, je crois, une version courte en 3 ou 4 pages qui reprend les principaux éléments. Et ça, c'est en accès libre, et vous pouvez tout à fait y accéder pour appuyer un certain nombre de vos argumentations. Alors, je le rappelle très rapidement, je vais juste parler des niveaux de présomption forts. Aujourd'hui, ce qui est considéré comme documenté par suffisamment d'études de bonne qualité sur lesquelles on a pu faire des analyses combinées, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des études nombreuses, c'est les lymphomes non-Hodgkiniens et le myélome multiple qui sont des cancers du sang, bien particuliers, le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson, et se sont rajoutés depuis 2013 les troubles cognitifs, c'est-à-dire la manière dont le cerveau traite l'information qui l'entoure et comment il met en œuvre l'attention, la mémorisation, etc. Et la bronchopneumopathie chronique obstructive qui est aussi apparue récemment, elle n'était pas dans l'expertise collective de 2013. Chez les enfants, on a les leucémies de l'enfant, les tumeurs cérébrales, les malformations congénitales, et se sont aussi ajoutés d'autres troubles, comme les troubles du comportement et troubles des capacités motrices, cognitives et sensorielles. Donc on a ces éléments-là sur lesquels il y a une littérature nombreuse. Beaucoup d'études ont été faites. Quand je dis beaucoup, ça peut être 40, 50, 60, même s'il y en a certaines qui ne disent pas exactement pareil. Là, il n'y a pas forcément d'incertitude, même si tout n'est pas toujours dans la même ligne. Et en plus, dans cette expertise collective, ce qui a été important, ça a été de mettre ensemble des disciplines, l'épidémiologie, mais aussi la toxicologie, qui a pu argumenter sur des mécanismes qui expliquent ce qu'on voit chez l'homme. Donc, on peut dire quand même qu'il y a eu des avancées de ce point de vue-là, qu'on y voit un peu plus clair, et ça a servi à appuyer la création des tableaux de reconnaissance en maladie professionnelle, et ça sert au quotidien pour expertiser des dossiers qui peuvent arriver et sur lesquels on va essayer de comprendre s'il y a quelque chose qui peut relever de la connaissance scientifique et qui permet une reconnaissance plus facilement.
Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue, parce que j'ai dit que je n'allais pas faire un cours sur les pesticides, mais par contre, pour rebondir sur la réglementation et ce qui a déjà été dit, on a pas mal déjà mis en avant le processus d'étude de la toxicologie des substances. Ça a été un peu discuté, ça le sera encore, je pense, dans la suite. Mais il y a d'autres éléments dans la réglementation qui posent question, en tout cas qui nous posent question. Il y a notamment la manière dont on va modéliser l'exposition des travailleurs. Donc il y a des modèles en fait qui sont construits au niveau européen pour dire, eh bien, dans ces circonstances-là, l'exposition devrait être de cet ordre. C'est très important. C'est très important parce que cette exposition, elle est croisée avec la toxicologie. Si on considère que l'exposition est très faible, alors, même si la toxicité est très forte, il n'y a pas de souci. Alors la question, c'est est-ce que ces modèles prennent en compte les bonnes données? C'est des modèles qui proviennent essentiellement d'études menées par l'industrie. Et donc, ça questionne quand même sur la justesse éventuelle de ces modèles dans des conditions réelles d'utilisation des produits, dans la diversité de l'agriculture telle qu'on la connaît, depuis les pommiers, en passant par la vigne, en passant par n'importe quelle autre culture, les choux-fleurs. Enfin, est-ce qu'on a réellement des données suffisamment solides pour dire que l'exposition est mineure, moyenne, etc. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler et on n'a pas, je pense, beaucoup de données académiques, on n'a pas suffisamment pour dire si l'exposition est faible, moyenne, forte. Et ça, c'est très important quand on met en regard la toxicologie pour calculer le risque pour les travailleurs. Donc ça, c'est un point que je voulais soulever. Un autre point, c'est qu'on a parlé beaucoup de toxicologie et de réglementation, et on n'en parle pas d'épidémiologie et de réglementation. On ne dit pas ce que l'épidémiologie pourrait apporter. Plus exactement, ceux qui s'interrogent sur ça, c'est les toxicologues, qui disent, mais les études épidémiologistes, les toxicologues réglementaires, les études épidémiologiques sont bourrées de biais. On ne peut pas savoir si c'est juste ou pas juste, parce qu'en fait, il y a d'autres facteurs qui interviennent, donc balayons. Oui, mais il y a quand même 5000 articles qui ont été publiés qui disent des choses. Donc même si réglementairement, il est prévu que ces études épidémiologiques soient considérées, le plus souvent, elles sont juste mises de côté en disant « non, mais là, ça peut être un autre facteur, etc. » Or, l'épidémiologie aujourd'hui, c'est dire des choses relativement stabilisées avec prudence, et elles sont suffisamment nombreuses pour qu'on doive aussi les prendre en compte dans la réglementation. Voilà, alors moi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que je pense qu'il faut qu'on soit court pour avoir du temps de discussion, mais l'élément nouveau que j'apporte, bon, certes, c'est l'épidémiologie peut aussi apporter des éléments pour l'avenir, pour la suite, mais aussi la mesure de l'exposition des travailleurs. Tout à l'heure, on a dit que la seule preuve qu'on pourrait avoir, c'est l'effet sur la biodiversité, plutôt l'élément fort, mais je pense que c'est aussi de savoir quelle est l'exposition des personnes. Or là, il y a des grands blancs, et je pense qu'il faut vraiment combler ces lacunes si on veut être tout à fait probant et soutenir les mouvements que vous mettez en place. Merci beaucoup. Donc nous enchaînons avec Maurice Hutzmann, donc chercheur au CNRS en sociologie et en santé publique et co-directeur du groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle et environnementale dans le Vaucluse. Donc on va essayer de répondre à plusieurs questions et notamment savoir qui sont les victimes des pesticides, quels sont leurs métiers, leurs secteurs d'activité, essayer d'esquisser le coût de l'absence de protection de ces produits. C'est à vous. Merci beaucoup. Je présente brièvement ce que fait le GISCOP 84. Donc, c'est le groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle et environnementale, qui est un dispositif de recherche pour l'action, pour briser l'invisibilité de ces cancers et améliorer l'accès aux droits des personnes victimes. En gros, la méthode GISCOP qui est mise en place, qui a été créée en partie par Annie Beaumoni, que vous avez entendu ce matin, elle croise la connaissance, en absence de dispositifs de traçabilité des expositions en France, c'est un essai de croiser la connaissance qu'ont les travailleuses et les travailleurs de leur propre activité de travail avec la connaissance et l'expérience qu'ont des personnes professionnelles, notamment de la santé-travail, des ingénieurs prévention, des médecins du travail, mais aussi des sociologues, du travail et des expositions cancérogènes qu'il peut y avoir dans différents types d'activités de travail à différentes époques. Ce qu'on fait, c'est que donc là, c'est
au centre hospitalier d'Avignon. On propose à tous les patients atteints de lymphome non Hodgkinien et de myélome, dont Isabelle a parlé, pour dire qu'il y avait un fort lien de certitude quant au lien, une forte certitude quant au lien avec les pesticides. On leur propose de nous dire leur parcours de travail. On reconstitue leur parcours de travail avec l'activité réelle de travail. Ce parcours, poste par poste, est passé en expertise collective où les personnes identifient des expositions cancérogènes qu'ils ont pu subir. Après, on émet un conseil d'orientation de ces patients vers une déclaration de maladie professionnelle. Voilà. Et on les accompagne dans les déclarations qui sont un parcours du combattant, enfin, il y a beaucoup de gens ici qui le savent, auprès des caisses d'assurance maladie, y compris s'il faut en contentieux avec le cabinet d'avocats TTLA dont François est représentant ici aujourd'hui. Donc peut-être un mot sur l'ampleur du phénomène. La sécurité sociale elle-même, dans un rapport qui produisent tous les 3 ans pour évaluer le coût indûment porté par la branche maladie en raison de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles dans les cancers professionnels et qui devrait être porté par la branche accident du travail maladie professionnelle, estime qu'il y a entre 50 et 80 000 cancers d'origine professionnelle qui sont non reconnus comme tels tous les ans, c'est-à-dire entre 12 et 19% des 430 000 nouveaux cas, en gros, pour faire vite, par an. Ça, du point de vue des données de GISCOP, c'est une estimation plancher, je pense, on peut dire ça. Rapidement, les résultats, quelques résultats du GISCOP, juste pour vous donner une idée. Donc, il y a un peu plus de 400 patients dont on a reconstitué les parcours de manière détaillée. 84% de ces patients ont été exposés à des cancérogènes connus pour être en lien, dans le cadre de leur travail, je parle, pour être en lien avec ce type d'hémopathie. 54% des patients, alors qu'on ne fait pas de tri en amont sur la base supposée de leur travail, c'est-à-dire c'est tout le monde qui a ce diagnostic est invité à participer à l'enquête. 54% des patients sont orientés vers une déclaration de maladie professionnelle par le collectif d'expertise, c'est absolument massif. Que la moitié de ceux-là s'engagent réellement dans la démarche. Il y a des obstacles multiples. Au jour d'aujourd'hui, un peu plus de 8% sont reconnus. Ça reste faible, ça reste une sous-reconnaissance importante. C'est quand même 20 fois plus que la moyenne française de la reconnaissance des hémopathies en maladie professionnelle, des hémopathies malignes. Donc on brise modestement, mais on contribue un peu à briser cette invisibilité-là. Le constat en gros, c'est le constat d'une exposition absolument massive dans le cadre du travail aux cancérogènes. En moyenne, on retrouve 22 périodes d'exposition à des cancérogènes au cours de la carrière des patients, avec une différence homme-femme. Mais la moitié des patients a été exposée à 6 cancérogènes différents ou plus au cours de leur carrière. En moyenne, c'est 34 ans de vie de travail exposés aux cancérogènes. Voilà. 60% des patients ont subi des expositions aux pesticides dans le cadre de leur travail et 28% des expositions aux pesticides qu'on reconstitue, et ça fait écho à ce que disait Nathalie, ont lieu en dehors du secteur agricole. Donc les expositions agricoles, certes, sont importantes, mais ne sont pas du tout le seul problème. Les pesticides et l'amiante sont les 2 types d'exposition, même si c'est... Nous, on met tout, on reparlera, enfin, ça fait écho. Nous, on traite tous les pesticides comme une exposition, parce que le combat substance par substance est un combat qui est perdu d'avance, mais on pourra en reparler. Les pesticides et l'amiante sont les 2 types d'exposition les plus retrouvés dans les parcours professionnels des patients du GISCOP 84. C'est évidemment en partie aussi lié au bassin d'emploi de la Basse-Vallée du Rhône. L'association Génération Future trouvé en 2017, je crois, disait que le Vaucluse était le département de France où l'utilisation ou la vente de pesticides par surface agricole utile était la plus élevée. Qui sont les victimes socialement? 64% des postes exposant aux cancérogènes dans les parcours, donc on a près de 5000 postes de travail, 64% de ces postes exposants sont des postes d'ouvriers et d'ouvrières, 20% sont des postes de salariés. Et ce coût, le coût des cancers professionnels qui est massif et qui a été estimé par l'Institut syndical européen en 2017 à 100 à 130 000 morts
en Europe par an, avec un coût financier global de 273 à 610 milliards d'euros par an. Ces coûts sont disproportionnellement supportés par les classes populaires, c'est une évidence absolue. Les coûts médicaux et des soins support, et là, les mutuelles sont absolument importants. Là, on parle juste un exemple que je donne souvent, mais l'immunothérapie d'un myélome multiple, la première injection d'un traitement à base de cellules CAR-T, c'est 350 000 euros. Voilà. La CNAM, quand elle nous avait sollicité récemment pour voir est-ce que les GISCOP ne peuvent pas contribuer à créer un dispositif d'accès aux droits qui permet d'identifier les patients, parce qu'aujourd'hui en France, entre 97 et 98% des patients atteints de cancer professionnel ne sont pas reconnus comme tels. Donc il y a une invisibilité énorme dont la CNAM, y compris la branche ATMP, est consciente. Ils nous ont sollicité pour réfléchir à ce type de dispositif. La réponse qui nous sera certainement donnée, qui nous a déjà été donnée en partie, et que nous, on avait estimé un coût pour ce type de dispositif qu'on pourrait mettre en place dans des hôpitaux, sachant que dans la plupart des hôpitaux, des services oncologiques ou hématologiques, aujourd'hui, la question du travail des patients n'est pas posée. Donc, ce coût était à peu près 1 000 euros par patient de mettre en place ce type de dispositif. C'est trop cher. Voilà. La réponse, c'est trop cher. Alors, juste réfléchissons au coût réel. Rapidement pour finir, la question est plutôt qu'est-ce que ça coûte de continuer à ignorer, en fait, parce que les implications sont absolument majeures. Et en termes, juste pour dire que la reconnaissance en maladie professionnelle, à notre sens, elle est essentielle à plusieurs titres, à la fois parce que c'est une meilleure prise, la garantie d'une meilleure prise en charge financière de la maladie. C'est une question de justice sociale, de qui porte le coût de l'intoxication, qui porte le coût de la contamination des travailleurs et des travailleuses, c'est-à-dire dans le cadre d'une maladie professionnelle reconnue, c'est la branche AT-MP qui est abondée par les employeurs, et c'est important. Et aussi parce que même si les mécanismes aujourd'hui sont totalement insatisfaisants et insuffisants en termes d'incitation du type pollueur-payeur, où les employeurs qui exposent sont incités à la prévention, il peut y avoir, on ne perd pas espoir, qu'une reconnaissance plus importante des cancers d'origine professionnelle puisse avoir un effet en termes de prévention, puisque le coût est là. Voilà. Merci. Donc on va maintenant écouter Pauline Servant, qui est docteure en pharmacie et toxicologue à l'association Génération Future, et qui va revenir sur des failles dans les systèmes d'évaluation et dire un mot sur l'inefficacité des systèmes de protection contre les pesticides. Oui, merci. Alors moi, effectivement, je vais revenir sur cette notion d'usage contrôlé qui a déjà été largement évoquée déjà, et sur les défaillances des méthodes d'évaluation, peut-être plus en détail que ça a déjà été fait. Donc, pour bien comprendre, déjà, il faut rappeler que l'autorisation des pesticides, elle est encadrée par un règlement européen, et que ce règlement dit qu'un produit ne peut être autorisé que s'il n'a pas d'effet inacceptable pour la santé humaine et l'environnement. Donc, pour savoir si un pesticide respecte ces conditions, les autorités sanitaires vont faire une évaluation des risques. Donc, en quoi ça consiste? Très rapidement, ils vont d'abord calculer avec des modèles mathématiques les expositions attendues suite à l'utilisation du produit, et ensuite comparer ces expositions à des niveaux d'exposition jugés sûrs, qu'on va appeler des valeurs sanitaires. Donc, si l'exposition calculée est inférieure à la valeur sanitaire, alors le risque est considéré comme acceptable et le produit peut être autorisé. Donc, de mon expérience, quand on fait cet exercice, le risque il est quasiment toujours inacceptable en première approche. C'est particulièrement vrai pour l'environnement et aussi pour les travailleurs, où l'évaluation montre toujours qu'il y a un risque. Pourquoi ? Parce que les phases de mélange, en particulier de préparation de la bouillie, sont particulièrement exposantes, notamment par contact cutané. Et donc, pour que les produits soient autorisés, il faut montrer que le risque est acceptable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va recommander l'application de mesures de gestion du risque qui vont permettre de faire repasser les niveaux d'exposition calculés en dessous des valeurs sanitaires et de rendre le risque acceptable.
Donc, un exemple qui a déjà été évoqué par Stéphane Foucard ce matin, pour les travailleurs, on va préconiser le port d'équipements de protection individuelle, par exemple le port de combinaisons ou de gants. Et dans les modèles mathématiques, cette recommandation permet de diminuer de 90% l'exposition. Donc, quand on va diminuer de 90% l'exposition, on repasse très facilement en dessous de la valeur sanitaire et on peut ainsi facilement conclure que le risque est acceptable dans les conditions d'utilisation préconisées par le fabricant. Donc, cette approche, elle est très pratique pour ensuite se dédouaner en cas de problème et de mettre la faute sur l'agriculteur qui n'aurait pas bien respecté les conditions d'emploi, vu qu'on a montré que le risque était acceptable quand on respectait les conditions d'emploi. Mais ce qui est le plus inquiétant dans cette approche, c'est que l'efficacité de ces EPI serait en réalité très inférieure à 90%. Donc là, je regarde Isabelle Badi qui a travaillé sur la question et qui a montré qu'en réalité, ces EPI ne permettaient pas de diminuer les expositions, voire le contraire, augmenter l'absorption des pesticides par la voie cutanée. Un autre exemple, ça concerne les risques pour les riverains. Que lorsque l'évaluation montre un risque inacceptable pour les riverains, ce qui est très fréquent, l'autorité sanitaire va recommander d'utiliser des buses antidérives. Et dans les modèles, l'application de buses antidérives va permettre de diminuer l'exposition de 50%. Mais dans la réalité, il existe encore trop peu de données, et en particulier des données indépendantes, pour connaître la réelle efficacité de ces équipements. Mais le problème, c'est que les mesures de gestion du risque ne sont pas le seul problème, justement. Les modèles d'exposition sont à la base eux-mêmes défaillants et dans certains cas tellement éloignés de la réalité qu'ils risquent de sous-estimer les expositions. Donc, je vais donner un seul exemple pour illustrer ça. Ça concerne l'évaluation du risque pour les riverains. Donc, dans le modèle, l'exposition des riverains, suite à la dérive de la pulvérisation, elle est calculée pour une vitesse de vent maximale de 10 km/h. Mais dans la vraie vie, en France, les épandages sont autorisés jusqu'à 19 km/h. Donc vous voyez bien que l'exposition est probablement sous-estimée dans les modèles. Enfin, ce n'est pas fini. Il y a aussi la question de l'évaluation de la toxicité des substances actives et des données sur lesquelles on se base pour établir les valeurs sanitaires. Lorsqu'on s'appuie uniquement sur des études réglementaires faites par les industriels et qu'on ignore tout le reste de la connaissance scientifique, c'est plus facile de conclure qu'une substance n'est pas cancérigène ou n'est pas génotoxique. Et si on considère cette substance non cancérigène, c'est ensuite beaucoup plus facile de montrer que le risque est acceptable et donc d'accorder une autorisation pour cette substance. Donc vous avez sûrement reconnu ici que je parlais du glyphosate, mais il faut savoir que le dossier du glyphosate est de loin le pire qui existe. J'aurais voulu vous parler du prosulfocarbe ou d'autres substances comme le trialate, mais le temps presse. Donc, je vais pas détailler, mais sachez que le dossier du glyphosate est loin d'être le seul qui est défaillant, et voire même, ce n'est pas le pire. Il y a d'autres aspects problématiques dans l'évaluation réglementaire des pesticides, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas étudiées du tout. Il y a la question donc, des effets sur la biodiversité ou des effets sur le microbiote qui ne sont pas pris en compte dans les évaluations, tout simplement parce qu'il n'existe pas de ligne directrice pour évaluer ces effets. Donc, comme on ne sait pas les évaluer, on ne va pas les évaluer. Également, des choses qui ne sont pas étudiées, c'est les effets cocktails. Donc, ça a déjà été évoqué et ça sera rappelé cet après-midi. Les effets cocktails de la substance active et des coformulants qui sont contenus dans les produits. Et aussi les effets cocktails des différents produits auxquels sont exposés les professionnels, les riverains et l'environnement. Juste un exemple, dans une étude récente que Génération Future vient de publier ce mois-ci, on a montré que les riverains pouvaient être exposés jusqu'à 35 substances actives par voie aérienne. Donc ce cocktail-là, évidemment, n'est pas du tout évalué. On l'a répété, l'évaluation se fait substance par substance. Donc je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer longtemps cette liste de défaillances, mais juste pour résumer, donc, des mesures de gestion du risque qui ne sont pas efficaces ou à l'efficacité non démontrée, des modèles d'exposition éloignés de la réalité, la toxicité des substances qui est mal évaluée, les effets cocktails pas pris en compte. Voilà, tout est fait pour que l'évaluation réglementaire des produits soit en faveur de la substance, quelles que soient les incertitudes. Tout est fait pour que la substance et le produit soient autorisés. Donc en fait, à la question initiale, qui est est-ce que l'usage des pesticides est contrôlé, ma réponse, elle serait oui et non. Oui, si on vit dans un univers parallèle, un peu virtuel, totalement virtuel d'ailleurs, qui s'appellerait l'univers de la science réglementaire ou des évaluations réglementaires,
Dans ces cas-là, oui, d'après les modèles d'exposition, avec les mesures de gestion du risque, tout est sous contrôle, le risque est acceptable dans les conditions préconisées par l'étiquette et par les fabricants. Mais le problème, c'est que cet univers parallèle, il n'existe pas. Dans la vraie vie, on est très très loin d'un usage contrôlé, on nage même en plein flou et incertitude, et on peut même affirmer qu'on est à peu près sûr qu'il y a un risque, que ce soit pour la biodiversité ou pour la santé humaine. Donc le problème, c'est que lorsque les autorités accordent les autorisations des pesticides, ils se placent toujours dans cet univers parallèle qui n'existe pas. Parce que c'est bien plus facile d'ignorer toutes ces défaillances et de dire qu'on fait confiance à ces agences sanitaires que de se placer dans le monde réel et de prendre en compte les incertitudes et d'appliquer le principe de précaution. Parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir à remettre en cause le système d'évaluation des pesticides pour ne pas avoir à remettre en cause le modèle agricole intensif dans sa globalité. Et enfin, je dois revenir sur les annonces faites par le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture la semaine dernière. Donc il a beaucoup été commenté les effets sur les annonces sur la mise en pause du plan Écophyto et le changement d'indicateur. Mais il y a une autre annonce qui a été moins commentée et qui pour autant est extrêmement inquiétante. Ils ont annoncé qu'aucun pesticide ne pourrait être interdit en France avant que la substance active qu'il contient ne soit interdite dans le cadre européen. Alors cette mesure annoncée est particulièrement préoccupante. Et pour bien comprendre, je vais devoir resituer un peu le contexte, savoir que l'autorisation des substances qui est donnée au niveau européen, pour cette autorisation, il faut montrer que le risque est acceptable pour un produit qu'on appelle produit de référence. Donc, ce produit de référence a des conditions d'utilisation bien précises, avec une dose d'application bien précise, un nombre d'applications bien précis, etc. Mais une fois que la substance est autorisée au niveau européen, le règlement dit que c'est ensuite aux États membres d'évaluer le risque pour les produits pour lesquels les industriels demandent la mise sur le marché. Et ces produits peuvent être complètement différents du produit de référence évalué au niveau européen. Les coformulants peuvent être différents, les doses d'application peuvent être différentes, etc. Donc le règlement dit donc que c'est aux États membres d'autoriser ou non les produits en fonction de l'évaluation du risque spécifique aux produits. Et donc ce point du règlement, visiblement, n'a pas été bien compris par Gabriel Attal et Marc Fesneau, parce que, en fait, ce qu'ils proposent avec cette annonce, c'est qu'ils demandent à l'ANSES, qui identifie un risque pour un produit, lorsqu'elle identifie un risque pour un produit qui normalement devrait conduire à un refus de l'autorisation, Gabriel Attal demande à l'ANSES de passer outre ce risque et d'autoriser quand même le produit parce que la substance est autorisée au niveau européen. Donc la légalité de cette mesure pose vraiment question. Je regarde mon avocat qui est dans la salle et qui, je pense, devra se pencher sur la question dans les prochains jours en fonction de comment cette mesure va s'appliquer. Mais en tout cas, avec cette annonce, et si elle est mise en œuvre, on risque de franchir un cap supplémentaire vers un usage non contrôlé des pesticides. Merci. Avant de passer la parole à deux personnes dans la salle, on va refaire un petit tour du côté de l'amiante avec Virginie Dupérou, qui est secrétaire de l'association Banasbestos France. Banasbestos, c'est un réseau mondial de lutte contre l'amiante. Donc Virginie Dupérou est petite fille de victimes décédées du mésothélium. Donc Simone, sa grand-mère, décédée en 1978, et Paul, son père, en 2015. Et donc Virginie voulait revenir sur l'histoire de la découverte des dangers de l'amiante, sur cette histoire du mythe de l'usage contrôlé, mais du point de vue des victimes, qu'est-ce que ça fait pour elles, et insister sur l'importance des associations pour pouvoir comprendre ce qui se joue et lutter. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nolwenn pour votre présentation. Je vais parler également des coûts de l'inaction dans ma présentation et puis de la faiblesse des réglementations actuelles. Donc pour revenir rapidement sur mon histoire, moi ma famille réside dans la Nièvre depuis le début des années 1960 et elle a compris l'origine de sa contamination à l'amiante grâce à un épisode de médiatisation de Banasbestos France fin novembre 2014. À l'époque,
Le Parisien et France Télévisions mentionnent une usine de broyage d'amiante, le comptoir des minéraux et matières premières, le CMMP, qui était situé en Seine-Saint-Denis, en pleine zone pavillonnaire, au milieu de 3 écoles, la plus proche, l'école du Bourg, se situant à quelques mètres. C'est comme ça qu'on comprend la contamination, l'origine de la contamination de ma famille. Je vais revenir un petit peu sur l'historique de cette usine pour parler donc des coûts d'une manière générale. Dès son installation en 1938, les riverains alertent sur la pollution. Poussière dans les jardins, à l'intérieur des maisons, nuisances sonores à cause des broyeurs. Des décennies d'alerte pour des décennies de broyage d'amiante. Un inspecteur de salubrité publique se rendra sur les lieux presque chaque année. Ces rapports sont accablants. Les ateliers ne sont pas étanches, les conditions de travail déplorables. À chaque fois, un inspecteur de la préfecture viendra contrecarrer ces rapports et la pollution continuera. À ce niveau, on ne peut plus parler d'inaction, mais de connivence des pouvoirs publics avec le pollueur. Mais ce n'est que le début. Le CMMP assure avoir arrêté le broyage d'amiante en 1975. On le retrouve pourtant en 1986 en tant que revendeur du produit dans l'annuaire de la chimie. Le mythe de l'usage contrôlé instauré par le CPA, dont on a parlé, le Comité permanent amiante, lobby des industriels de 1982 à 1995, fait donc partie de son histoire. L'entreprise délocalise dans l'Aisne en juin 1991 et comme nous le savons, comme nous l'avons dit et redit, l'interdiction de l'amiante sera décrétée fin 1996. En 1991, le comptoir des minéraux et matières premières laisse les lieux en l'état, à Aulnay, l'usine ouverte aux 4 vents. L'alerte est lancée en 1996 par Nicole et Gérard Voide lorsque Pierre Léonard, le frère de Nicole, est atteint d'un mésothéliome à l'âge de 48 ans. Il décédera en quelques mois. 25 plaintes ont été déposées au pénal. Elles se sont soldées par 25 non-lieux. La lutte menée par un collectif d'associations aboutira à la déconstruction et à la dépollution du site sous confinement étanche en 2009-2010. Le 14 septembre 2015, mon père, Paul, nous quittait après 15 mois de souffrance. Ce jour-là, Maître Laforgue, ici présent, était au tribunal pour faire appliquer le principe pollueur-payeur. Le CMMP ne paiera finalement que 3% des 16 millions d'euros qu'a coûté la dépollution de son site, soit 480 000 euros. Ce sont les Aulnaysiens, à titre de comparaison, la municipalité d'Aulnay, donc les Aulnaysiens touchés de plein fouet, qui paieront 79%, soit 13,4 millions d'euros. Ce sont les coûts de l'inaction sur le volet des contaminations de ce site. L'inaction des pouvoirs publics s'est aussi révélée dans son manque d'investissement pour la recherche des victimes du CMMP, et notamment de la part de l'Agence régionale de santé Paris-Île-de-France, à l'époque présidée par M. Claude Évin. Ce sont les associations qui ont fait ce travail de recensement des victimes en lieu et place des autorités. Un rapport du GISCOP, le GISCOP 93, de novembre 2012, met en lumière des centaines de victimes potentielles. Les associations en ont retrouvé 358. Les coûts de l'inaction des pouvoirs publics, c'est aussi l'impossibilité pour le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de mener des actions récursoires contre le CMMP lorsque les victimes sont environnementales et non professionnelles. Le FIVA est financé par les entreprises et par l'État, c'est donc la collectivité qui paie et non les pollueurs. L'inaction, c'est aussi le manque de crédit alloué à la recherche sur le mésothéliome par les ministres de la Santé successifs, cancer qui atteint désormais les enseignants et de nouveaux corps de métier de la fonction publique, qui paient le prix des négligences sans cesse renouvelées de l'amiante en place. Des 80 kg d'amiante par habitant importés en France, il reste une infinité de lieux contaminés, dangereux. Ces négligences pourraient être qualifiées de carences coupables. Ce sont les termes utilisés en droit pénal pour condamner l'État.
Il n'est pas juste de faire porter indéfiniment par les contribuables et les particuliers ce qui relève de la responsabilité des dirigeants de l'industrie de l'amiante et de ses actionnaires. Cette revendication est portée depuis longtemps par le réseau Banasbestos, notamment auprès des parlementaires nationaux et européens, pour le moment sans succès. Le Parlement européen et la Commission européenne devraient être interpellés par nous tous en vue de la création d'un fonds pour la sécurité des personnes, travailleurs et riverains, dans l'enlèvement ou le recouvrement de l'amiante en place, ainsi que pour la gestion des déchets. La faiblesse des réglementations actuelles est également illustrée par une alerte lancée par Banasbestos France en janvier 2024. Non-assistance à travailleurs en danger, le cas des équipements de protection des travailleurs exposés à l'amiante. Le rapport de l'association préconise notamment d'équiper les désamianteurs avec des masques à adduction d'air et d'inclure les fibres courtes d'amiante qui représentent 68 à 90% des fibres dans tout repérage avant travaux et tout suivi de chantier sur des matériaux amiantés. La notion de valeur limite d'exposition souvent mentionnée en matière d'amiante est d'ailleurs une hérésie puisqu'il est un cancérogène sans seuil. Quant aux coûts, puisqu'on en parle aussi dans l'intitulé de cette table ronde, les coûts COUPS, c'est mon père qui en parle le mieux, je vais le citer. C'est un coup sur la tête d'apprendre que le mal est en vous depuis votre enfance et qu'il décide de se manifester si longtemps après. Mes souvenirs et mes images de toujours sont ternis, empoisonnés, comme ont été empoisonnés mes amis d'alors. Les responsables de cette tragédie sont des assassins. Pas de pardon. Le toxicologue Henri Pézra, lanceur d'alerte sur le scandale de l'amiante en France dès les années 1970, avait fait part à notre ami Paul François, agriculteur charentais qui a gagné son procès contre Monsanto, de ses craintes quant à l'ampleur du scandale des pesticides. Il dépasserait, je le cite, largement en nombre de victimes celui de l'amiante qui tue encore plus de 107 000 personnes par an dans le monde. Si nous n'agissons pas, et c'est tout l'intérêt de cette journée aujourd'hui, la légalité de la production et de l'utilisation des produits phytosanitaires lui donnera malheureusement raison. En résumé, la complaisance institutionnelle pour sauver les intérêts des industriels au détriment de la qualité de vie et de la santé des travailleurs et des populations est un problème systémique. Chaque nuisance industrielle a fait et fait encore l'objet d'une omerta et d'une légalisation systématique. C'est effectivement contre cela que nous devons collectivement continuer à informer et à lutter. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur le site de l'association. Donc ça va être au tour de Gisèle Garot, qui donc est fille de maraîcher et membre du collectif de soutien aux victimes de pesticides de l'Ouest. Donc Gisèle, pour la présenter très brièvement, a effectué la moitié de sa carrière professionnelle dans le milieu agricole. Et elle a, en 2009, vu apparaître les premiers symptômes de la maladie de Parkinson qui lui a été diagnostiquée en 2011. Elle a obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle 10 ans plus tard, en 2021. Les démarches ne sont cependant pas terminées parce que c'est souvent très long. Je passe sur les détails, mais vous pourrez peut-être en discuter avec elle ce midi. Et Gisèle va nous expliquer de quelle manière elle a été exposée aux pesticides. Tout d'abord, ma rencontre avec les pesticides date de mon enfance, puisque déjà mes parents étaient cultivateurs et principalement ils faisaient des pommes de terre, de la vigne, des arbres, des pommiers, voilà. Et moi, je me souviens très très bien d'avoir été exposée dès l'enfance. On mettait de la poudre sur les pommes de terre pour les empêcher de germer, et c'était fait à la main avec des soufflets à main. Et ça, voilà. Bien sûr, on n'avait pas aucune protection, et il y avait les traitements de la vigne, des arbres fruitiers. Ça, c'est la première étape dès l'enfance. Après, j'ai travaillé dans des fermes. Et pour être moi-même après agricultrice avec mon conjoint sur une ferme en Bretagne, où nous étions dans un premier temps en conventionnel.
Et nous avons utilisé des pesticides comme tout le monde, des herbicides, je me souviens du gramoxone, du Sicocel, enfin je ne peux pas vous citer tous les noms parce que ça... Voilà. Nous avons aussi fait des cultures de légumes et je me souviens très très bien à ce moment-là, c'était le technicien qui passait dans les champs et qui disait là, il va être temps de traiter parce qu'avant, même en préventif, il nous amenait un cocktail de produits on ne savait même pas ce qu'il y avait dedans et on le mettait sur les champs. Voilà. Et le tout mélangé à la main, enfin, souvent dans des seaux avant de mettre dans le pulvérisateur. Il y avait un certain nombre de parties de produits qui étaient à base de poudre et d'autres à base de liquide. Et je me souviens aussi de la roténone qui a été mise sur les champs. Une roténone, c'est une molécule qui, a priori, à cette époque-là, n'était pas dangereuse. On mettait même de l'huile de menthe pour que ça colle bien aux feuilles. Et je me souviens d'être derrière le pulvérisateur en train de regarder si c'était bien collé pour voir. Voilà, j'en ris un peu, mais c'est dramatique parce que quelques années après, voilà, j'ai la maladie de Parkinson et j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui ne l'aient pas. Et je m'interroge beaucoup aujourd'hui sur... j'ai entendu ce matin sur la faute inexcusable pour les employeurs et je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une faute inexcusable à demander, enfin, contre les fabricants et l'État, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne sait pas. Hein, quand on dit que 80% de la biomasse a disparu, ça veut dire que le vivant est atteint. Et le vivant, c'est tout le monde, c'est nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement que les agriculteurs ou les agricultrices, il y a aussi vous. Quand vous respirez l'air, tout le monde, nous tous, nous sommes potentiellement victimes de ce produit-là. Alors, que fait-on ? Merci beaucoup. Donc, ça va être à Marie Thibault de prendre la parole, donc fondatrice du collectif Stop au cancer de nos enfants, qui a été créé en 2019 au sud de Nantes, donc suite à la découverte d'un nombre élevé de cancers pédiatriques doublé d'une inaction notoire de l'État. Donc, Marie Thibault est aussi membre du bureau de l'Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale, l'ICREPS, qui a été créé aussi dans la suite de cette mobilisation. Et elle souhaitait insister sur les faits que les normes qui permettent d'autoriser les pesticides, entre autres, ne s'intéressent qu'à la toxicité aiguë et non chronique, et qu'elles omettent de s'intéresser à la polyexposition, ce dont on a déjà parlé, mais sur quoi elle va à nouveau insister. Donc j'interviens en effet à double titre. À la fois, je suis fondatrice du collectif Stop au cancer de nos enfants, et puis je suis secrétaire du tout nouvel Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale qui vient de voir le jour. Et institut innovant, précurseur et très enthousiasmant. J'espère que ça va donner de l'envie après tout ce qu'on vient de se dire. D'abord, rappel rapide de qui nous sommes au sein de Stop au cancer de nos enfants. Donc oui, constitué en 2019, suite à un nombre très important de cancers pédiatriques, effectivement, au sud de Nantes, autour de petites communes dont vous avez peut-être entendu parler, Sainte-Pazanne. Aujourd'hui, je comptabilise, puisqu'on n'a pas de registre à jour, mais on y reviendra peut-être, je comptabilise 25 enfants. Je connais 25 enfants autour de chez moi, après mon petit garçon, qui ont déclaré un cancer. Et 7 aujourd'hui sont décédés, peut-être plus. Et puis à la suite de mes alertes, depuis 2016, j'ai commencé à alerter. Les agences sanitaires, que sont l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et Santé publique France, elles se sont donc saisies. Mais ces organismes experts de l'État n'ont ordonné aucune enquête environnementale avec prélèvement dans ce cadre de la recherche des causes des cancers pédiatriques chez nous. Parce que, je les cite, cela ne ressort pas de leur mission, comme ils nous l'expliquent. Et oui. Il est important aussi de vous rappeler, peut-être vous ne le savez pas, que 90% des cancers de l'enfant sont liés à l'exposome. 90%. Entre 5 et 10% sont d'origine génétique. C'est-à-dire que la plupart, pour ne pas dire quasi la totalité, des cancers de l'enfant en fait, ne devraient pas exister. Exposome, je ne reviens pas dessus. Tout le monde sait que ce sont les expositions chroniques cumulées au cours de l'état fœtal, de l'enfance, de l'adolescence, qui vont à un moment donné
se mélanger à ces substances cancérigènes. Ces cancers de l'enfant, c'est un peu, Annie, elle parle de, Annie Thébomoni, pardon, parle de sentinelles pour les cancers professionnels, mais les cancers de l'enfant sont vraiment aussi une des sentinelles de la santé environnementale. Aujourd'hui, en France, en effet, nos normes, ça on l'a dit, donc je ne vais pas revenir dessus, elles ne prennent vraiment pas en compte la multiplicité des expositions environnementales auxquelles nous sommes tous soumis, et nos enfants encore plus. Chaque norme ne parle qu'à un seul polluant encore isolé, en silo, substance par substance, sans jamais les cumuler entre eux. Donc ni effet cocktail, ni polyexposition. En effet, c'est un biais. Et puis le deuxième biais, c'est aussi que ces normes, elles ne s'appuient encore pas aujourd'hui, ou elles s'appuient plutôt toujours aujourd'hui, sur de la toxicité aiguë. Toxicité aiguë, c'est vraiment une seule forte dose à un instant T. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la toxicité chronique aujourd'hui en France. Toxicité chronique, c'est des faibles doses, mais répétées, sur du long terme. Ce qui est extrêmement inquiétant et préjudiciable pour la santé des enfants, qui vont devenir des adultes. Nous comprenons que cette littérature scientifique ne permet pas, à l'heure où on se parle, de répondre précisément aux causes environnementales des cancers de l'enfant. Et vous l'aurez compris, quand on parle de cancer de l'enfant, en tant que sentinelle, c'est qu'il y a énormément d'autres pathologies chroniques qui en ressortent. D'accord, c'est ce qu'on nous renvoie. L'Institut national du cancer, Santé publique France, les agences régionales de santé, le ministère de la Santé nous renvoient que la littérature, elle manque. Quand bien même elle manque, d'accord, allons-y, allons chercher pour comprendre les liens entre nos pollutions environnementales et la dégradation de notre santé. Et puis surtout, on trouve, et puis on agit. Et puis c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. On agit pour permettre à nos enfants de grandir en bonne santé. Parce qu'en parallèle de ces constats, depuis 2019, avec Stop au cancer de nos enfants, on a pu engranger des quantités très importantes de données, grâce à des scientifiques qui nous soutiennent et qui nous accompagnent depuis toutes ces années. Et puis finalement, toutes ces données, on les a transmises aux autorités sanitaires, qui là encore nous disent « c'est pas notre job, on ne peut pas faire, on ne sait pas, on est vraiment sur un trou dans la raquette ». D'accord. Et puis ces données, on les a sur les pesticides, sur les champs électromagnétiques, sur le radon, sur les métaux, les hydrocarbures, sur notre secteur. Et puis dans différentes matrices et milieux que sont les cheveux, parce qu'on a fait beaucoup d'analyses dans les cheveux des enfants notamment, et puis dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Et puis finalement, nous comprenons que nous aussi, Stop au cancer de nos enfants, on ne peut pas aller plus loin pour étudier et cumuler ces multiples résultats. Les scientifiques avec lesquels on travaille, qui sont à l'INSERM, au CNRS, qui vont être à l'INRAE, eux aussi ont les résultats avec nous, mais finalement, il nous manque une interface pour pouvoir croiser, corréler tous ces résultats les uns avec les autres. Et cette interface, pour rendre visible l'invisible, on a décidé de créer ce laboratoire à ciel ouvert, sous un statut associatif, aujourd'hui, et c'est l'Institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale, qui est donc un centre de recherche et de prévention dédié à la santé environnementale. L'objectif de l'Institut, qui est créé depuis très très peu de temps, donc c'est d'étudier chaque matrice et chaque milieu, source de pollution sur notre secteur dans un premier temps, pour les croiser avec toutes les situations sanitaires et surtout corréler les résultats pour arrêter cet effet silo. C'est de donner, parce que ça ne s'arrête pas là, ça n'aurait pas d'intérêt, donner à tous les décideurs, et en local, et en régional, et au niveau national, n'est-ce pas ? L'information pertinente pour améliorer l'indissociable état sanitaire et environnemental. Et puis, ça c'est une chose, mais il faut aussi agir en prévention. Donc l'objectif aussi de cet institut, c'est de pouvoir sensibiliser, de prévenir et de protéger la population. Je vous présente en même temps, j'en profite, Solène Le Bruchec, qui est directrice tout nouvellement arrivée, qui est à mes côtés, et puis Laurence Huck, qui est la présidente de l'Institut. Je suis heureuse de vous annoncer aujourd'hui que le conseil scientifique s'est réuni pour la première fois jeudi dernier et que nous rentrons dans la phase opérationnelle et puis dans l'action en créant j'espère, aujourd'hui pour demain. Merci à ce titre d'ailleurs très chaleureusement à la Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale, je suis émue, pour votre soutien financier dès le lancement de cette incroyable aventure qui rallie science et citoyenneté pour agir enfin en prévention, au profit de tous. Nous espérons de nombreuses initiatives et de financement et d'instituts, parce que vous en avez peut-être entendu parler, d'autres sont en train de voir le jour, mais nous sommes le premier qui part d'une situation sanitaire dégradée pour aller regarder dans l'environnement ce qui est en train de se passer, pour qu'à un moment, il y ait un retour sur la santé de tous. Et puis je clôture, vous voyez que je porte un petit ruban or,
Le 15 février, c'est dans très peu de temps, c'est la journée internationale de sensibilisation et de lutte contre les cancers de l'enfant. Et puis ce petit ruban or, c'est un symbole de votre soutien au cancer de l'enfant. Donc n'hésitez pas, j'ai amené une grosse pochette, donc si vous en avez envie, n'hésitez pas à venir m'en demander. Ça vous montrera votre soutien à ces enfants, à ces warriors. Je vous remercie.